Cette fois-ci, je vous emmène dans la préfecture de l'Eure, Évreux, qui est la deuxième ville la plus verte de France. Alors, j'espère qu'à l'issue de cette balade, je vous donnerai envie de la découvrir. Pour commencer cette visite de la ville, on va parler patrimoine. Et c'est Hervé, architecte lui-même, qui sera mon guide. Sauf que Hervé est en plus le fils de l'urbaniste qui a reconstruit quelques-uns des bâtiments de la ville après la Seconde Guerre mondiale. Et la nouvelle a été reconstruite par mon père. C'est le premier bâtiment public de la reconstruction. Ensuite, je vais me mettre dans la peau d'un détective de l'histoire en compagnie de Gilles qui fait en ce moment des fouilles archéologiques sur le site du manoir du Long-Buisson. Donc là, on arrive dans la cave. Ça sent pas le vin, ça sent pas... Ah non, pas le vin, on est en Normandie, c'est une cave à cidre. Ah bah oui, bien Les sûr, tonneaux ont suis-je disparu. bête. Et pour finir, on mélangera l'histoire et le sport puisque c'est sur le site d'un château exceptionnel que je m'adonnerai à l'acrobranche. Ça va, tout se passe bien, t'inquiète pas. Je fais de la croupie-branche. Voilà. Ah, c'est sportif quand même. Allez, sans plus attendre, je vous embarque avec moi. Pour découvrir le patrimoine très riche d'Évreux, j'ai rendez-vous tout de suite avec Hervé, qui est descendant d'une famille d'architectes et d'urbanistes à qui on doit des monuments dans la ville. C'est donc Hervé, le meilleur guide que je puisse trouver pour me faire découvrir cette ville qui gagne à être connue. Bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous rencontrer parce que vous êtes, dites-moi, le descendant d'une famille d'architectes et d'urbanistes, c'est ça? Je suis le descendant, oui, le septième. Le septième? De père en fils depuis Louis XV. L'architecte était architecte à Dieppe, sauf mon père qui s'est installé à Évreux et qui a beaucoup participé à la reconstruction d'Évreux. Vous êtes né ici? Je suis né ici, juste après la guerre, voilà. Je fais partie du baby-boom. Et alors pourquoi vous m'avez donné rendez-vous précisément ici? Parce que nous allons voir, d'une part, c'est un des plus beaux endroits d'Évreux. C'est vrai. Et d'autre part, c'est aussi une histoire de famille que je vais vous raconter. Ici, c'était un hôtel, l'hôtel du Grand Cerf, qui appartenait à mon grand-père maternel et ma grand-mère maternelle. Ah oui. Et il a été totalement détruit, mais c'est un hôtel très, très célèbre à Évreux parce qu'il c'était toutes les personnalités qui venaient de Paris pour aller à Deauville. Ah, d'accord. Ils s'arrêtaient ici et c'était un hôtel de luxe. Alors il y a un Maharaja de Japurtala qui est venu ici, l'Aga Khan, le prince de Galles, toutes les vedettes de l'époque d'avant-guerre. C'était quelque chose d'extraordinaire. Tout a été détruit. Et l'hôtel a été reconstruit, un nouvel hôtel a été reconstruit par mon père ici, qui s'appelle le Grand Cerf, vous voyez l'enseigne là. Et cet hôtel donne sur la plus belle vue d'Évreux, c'est-à-dire le miroir d'eau et la cathédrale et l'évêché. Voilà ici donc le miroir d'eau, qui est l'aboutissement de la promenade de Litton. Ah, d'accord. Alors la promenade de Litton, vous savez, c'est un fleuve c'est une rivière, pardon, d'Évreux, qui se jette dans l'Eure, à proximité de la Seine. On a presque envie de s'y baigner tellement c'est clair. Hein. Et dans quelle mesure cette rivière Litton a façonné la ville? Litton occupe tout le fond de la vallée. Là, on est dans le fond de la vallée, il y a 3 collines autour d'Évreux et il y a des tas de canaux, de rivières, de dérivations de Litton qui passent partout. Donc vous la croiserez partout et qui épousent la forme du mur gallo-romain qui protégeait toute la partie centrale. Les démolitions de la guerre, les bombardements, ont mis à jour ce mur. Et donc la promenade de Litton utilise ce mur comme un élément de la promenade. Et aujourd'hui, dans les années 2000, il est de bon ton de se balader à côté de Litton. Ah oui, absolument, oui. D'autant, vous savez, moi quand j'étais gamin, on jouait aux cow-boys et aux indiens, là. Et c'est absolument génial parce qu'il y a plein de petits renfoncements, de marches, de trucs comme ça. Ici, on est où précisément? Alors là, nous sommes à l'entrée de la cité. Il y avait ici une porte, la porte Notre-Dame. Et quand un nouvel évêque était nommé à Évreux, il se présentait devant la porte
Et on lui remettait sa crosse, qui était le symbole de son rôle d'évêque, de sa charge d'évêque. Il y avait toute une cérémonie et après l'évêque arrivait et prenait possession de la cathédrale. Elle a existé pendant tout le Moyen-Âge. Et puis à la Renaissance, elle a été démolie parce que, pour faciliter un peu le passage, puis il n'y avait plus de raison de protéger parce que la cité était quand même protégée contre les attaques. Et alors cette cathédrale, on peut aller voir un peu plus près? Oui, oui, ah ben, il faut, oui. Parce qu'elle est chouette quand même. Hein. Oui, elle est très belle. Oui. Elle est impressionnante quand même cette cathédrale. Elle est très impressionnante. C'est les grandes cathédrales qui ont été construites au XIIIe siècle, en style gothique. Et elle fait partie de ce qu'on appelle la rosace des cathédrales à 100 km autour de Paris. C'est toutes ces merveilles d'Amiens, de Sens, d'Évreux, de Beauvais, etc. Alors, nous arrivons ici dans la cité épiscopale. Vous voyez, il y avait la cathédrale et puis il y avait la résidence de l'évêque. Sympa là, la petite bicoque de l'évêque. Hein. Voilà. Alors cette cathédrale, elle est assez particulière quand même par rapport aux autres cathédrales autour de Paris. Qu'est-ce qu'elle a de particulier justement? Vous voyez cette flèche là. C'est une flèche en charpente avec du plomb autour. Ah, c'est ça, et elle abrite ce qu'on appelle une tour-lanterne, c'est-à-dire une tour, vous voyez, il y a des lumières sur les côtés qui éclairent ce qu'on appelle la croisée du transept. Et ça, c'est assez rare, ça se trouve en gros que dans l'architecture normande. Évreux, c'est la deuxième ville la plus verte de France. Et là, je me rends compte, il y a du vert partout. Il y a du vert partout. Après la guerre, on a dû reconstruire des centres-villes comme celui d'Évreux. Oui. C'était quoi l'objectif? C'était de reconstruire vite et pas cher? L'objectif, c'était de reconstruire plus moderne, en béton, avec des appartements plus grands, plus éclairés, des choses qui soient belles, mais en même temps avec une très grande qualité technique. Est-ce que vous, Hervé, vous avez des souvenirs d'enfance importants ici, sur cette place Cette place, c'est la place du général de Gaulle. Le général est venu là en 1944 après la Libération. Il est surtout venu là faire un grand discours quand il est devenu président de la République. Alors il était sur le balcon, il y avait des mondes partout. Et puis vous voyez, en face, il y a des immeubles de la reconstruction. Donc il y avait des amis qui vous invitaient pour voir du premier étage et entendre le général. Mais c'était noir de monde, c'était absolument incroyable. Cette tour, c'est la tour de l'horloge. Alors elle a une histoire amusante, c'était pour mettre un guetteur, pour guetter l'arrivée des Anglais pendant la guerre de 100 ans. Sauf qu'ils n'ont pas eu d'argent, ça a mis du temps, le temps qu'ils construisent la tour, la guerre était terminée. D'accord. Pourquoi vous voulez me faire découvrir cette rue particulièrement? Parce qu'elle est typique de la reconstruction, c'est une des grandes rues commerçantes de la reconstruction. C'est l'ancienne rue Grande. La grande rue où il y avait tous les commerces, elle a été élargie à la reconstruction, mais le tracé est le même. Il n'y a pas deux immeubles pareils. Chaque architecte, chaque propriétaire faisait à sa façon. Ce n'est pas le modèle uniforme, par exemple, des grands ensembles. Mais en même temps, il y a une grande unité. Alors, vous m'avez emmené ici précisément, pour quelle raison? Pour voir ce bâtiment. D'accord. Qui est la chambre de commerce. Il y avait une ancienne chambre de commerce qui a été bombardée en 1940. Et la nouvelle a été reconstruite par mon père. C'est le premier bâtiment public de la reconstruction. C'était un très grand événement. Et vous voyez, c'est un bâtiment en briques avec un travail de la brique très très fin. C'est briques et pierres. C'était une chouette balade. Merci beaucoup pour cette visite. Et merci, je suis ravi de vous avoir connu. De même. Au revoir. Au revoir, Hervé. La structure là, tu la traites normalement. Bon, là, je vais accéder à un chantier de fouilles archéologiques
Vous me direz, c'est bizarre parce que regardez, je me trouve en ce moment sur le parking d'un centre commercial. Et oui, parce que depuis les années 90, il y a une loi qui oblige toute société, supermarché qui veut s'implanter à un endroit à faire des fouilles archéologiques. Et il se trouve qu'ici se trouve le site du manoir du Long-Buisson et c'est Gilles, l'archéologue, que je vais retrouver. Bonjour Gilles. Bonjour. Vincent. Gilles. Enchanté. Bien, merci. Alors Gilles, dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici précisément? Alors on fait des fouilles archéologiques préventives. Vous êtes archéologue, Oui, archéologue, spécialiste du Moyen-Âge. spécialiste du Moyen-Âge. Donc ici on est sur un site du Moyen-Âge. La fin du Moyen-Âge, oui. Et comment vous en êtes venu à faire des fouilles archéologiques sur ce terrain vague en plein milieu d'un centre commercial? Eh bien, on est sur l'implantation d'un site d'un manoir de la fin du Moyen-Âge et donc qui a été implanté là donc, il y a très très longtemps, qui a vécu pendant plusieurs siècles. Et donc c'était habité par un seigneur local qui s'appelait Jean de Garancière. Et ce manoir, il vit ses dernières heures. Parce qu'en fait, ici, on est en plein milieu d'une zone commerciale et elle s'agrandit. Elle s'agrandit, on ne l'empêche pas de s'agrandir. Donc là, on est à l'emplacement du futur parking, il y aura des bâtiments commerciaux tout autour. Et donc, les vestiges archéologiques, ici, doivent être fouillés, enregistrés, mémorisés, les objets prélevés et étudiés, avant que l'aménageur récupère son terrain et puisse poursuivre son aménagement. On a quelques images anciennes qui nous montrent comment était le manoir il y a encore moins de 100 ans, puisqu'il était encore debout au milieu du XXe siècle, et il est tombé en ruine, et on a fini par le laisser à l'abandon. Il n'a pas été classé monument historique, il n'a pas été protégé par un propriétaire. Donc son destin, il s'est arrêté il y a quelques décennies. Est-ce qu'il y a urgence à terminer ce chantier-là? On peut faire un petit tour peut-être d'abord? Oui, on peut faire un petit tour, il n'y a pas de problème. Donc là, vous avez les vestiges du logis du Seigneur. Bien Donc poser là, on les rentre pieds. dans le logis du Seigneur. Monseigneur, c'est chez vous? Moi, on est juste dans l'écurie. Ok, d'accord. Bon, par contre, ici, là, on est dans donc, la salle qui était chauffée. Voilà. C'est ici qu'on vivait en fait au quotidien. C'est là où on vivait au quotidien, où il y avait les domestiques, les serviteurs du Seigneur qui préparaient la nourriture, qui préparaient les repas, qui s'occupaient aussi de ses habits, de son quotidien en fait. Il avait Lui, sa il était au premier garde-robe. étage, il n'était pas toujours là, il pouvait aller chasser dans la forêt voisine. Et alors si on se remet à la place de ce seigneur local, ce manoir, c'était un très beau manoir, c'était quelque chose qui pouvait en jeter dans la région. Je veux dire, on pouvait le jalouser, ce seigneur ou pas? C'était un très beau manoir. À l'époque, ça servait de grange, mais ça reste un manoir particulièrement cossu, très richement sculpté, décoré avec du décor typique du gothique de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle, avec des fleurons, des feuillages, des choux-fleurs, des sculptés, finement sculptés, des têtes de personnages. Donc on a quand même pas mal d'éléments, soit conservés sur place encore, soit dans les archives, qui nous montrent que c'était quand même assez haut rang ou quelqu'un qui voulait se faire montrer comme appartenant à une certaine classe sociale. Vous vous souvenez la première fois que vous êtes arrivé sur ce chantier, le sentiment que vous avez eu quand vous avez commencé à déterrer la première pierre? C'est assez particulier parce qu'on fait réapparaître quelque chose qui avait disparu. Ouais. Et c'est aussi particulier parce que c'est quelque chose qui est assez récent. Il y a encore des gens assez âgés aujourd'hui qui ont connu le manoir avant qu'il soit complètement démoli. Donc on n'est pas sur des vestiges qui seraient très anciens sans connexion avec le présent. On est sur quelque chose qui est relativement récent mais qui est déjà disparu. Et puis depuis les années 70-80, le Long-Buisson, ça n'est plus le manoir du Long-Buisson. Quand on parle du Long-Buisson, c'est une zone commerciale et c'est une zone d'activité. Et alors, là, vous étiez en train de fouiller déjà, on peut peut-être retourner sur ce site-là? Oui, bien sûr. Donc les morceaux de poterie, ça caractérise vraiment le quotidien et on en a trouvé un certain nombre la semaine dernière. Vous avez de la chance de passer justement là. On a vraiment découvert un des dépotoirs du logis du XVIe siècle. Donc là, ça se manifeste comme ça. En fait, c'est d'anciens trous remplis de terre, avec une terre très différente. Et à l'intérieur, on va trouver ce que les gens ont rejeté au XVIe siècle. Donc on a vraiment des formes qui sont caractéristiques. Donc c'est des pots à cuire, des éléments de contenant, des plats de présentation, avec parfois des empreintes de doigts, mais qui sont faites volontairement pour décorer le vase. C'est marrant. Donc ça veut dire que ça date de quelle époque? Ça, ce sont des formes caractéristiques du XVIe siècle. XVIe siècle? Toute l'évolution du temps, les poteries ont tout le temps changé. De technique, de forme, de couleur. On peut avoir des éléments de glaçure, de vernis à la surface. Et puis on a des techniques de fabrication. Ça, c'est du grès qui vient de Basse-Normandie. Et ce sont des grès qui sont faits exprès pour transporter le beurre. Et alors, là, il y en a d'autres à trouver ou pas? Ah oui, là, j'ai commencé même. Vous pouvez même gratter vous-même. Il suffit de gratter comme ça. Il y a des petits morceaux de poterie un peu partout. Donc là, c'est la première chose. Quand on voit ces petites choses-là qui traînent, on va pouvoir comme ça les reconnaître. Après, il peut y avoir du vernis dessus, de la glaçure. Ah oui, donc là, on est sur un vernis vert. Comment on faisait ces couleurs-là à l'époque? Alors, ce sont des oxydes métalliques. En
fait, c'est des Ah produits ouais. de préparation chimique qui sont appliqués sur le vase avant qu'il soit cuit. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? J'y vais un peu fort là, c'est ça, hein? Là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Un morceau de terre, c'est émouvant. Faut être très patient. Voilà, exactement. Pourquoi vous avez voulu devenir archéologue, vous? Bizarrement, ça m'est venu très tard. Il y a beaucoup de gens, ça leur vient très tôt. Et moi, en fait, j'ai grandi dans les champs en Normandie, dans la vallée de la Seine. Oui. Mon père était paysan. Et quand on allait dans les champs, ça m'avait toujours paru bizarre de trouver des morceaux de poterie dans la terre. Quand on allait dans les champs labourés, etc. On peut aussi trouver les morceaux d'os d'animaux. Et les os d'animaux, Ah oui. ça nous permet de savoir C'est un ce qu'ils peu mangeaient. ce qu'ils mangeaient. Et puis si c'était des animaux d'élevage, jeunes ou vieux, ou des animaux de réforme, ou si c'était des animaux de la chasse aussi. Oh là, il y a un gros paquet là, j'ai un gros paquet là qui sort. Alors, ça, c'est de la poterie. Ça, c'est un fond qui pourrait aller avec le morceau de pot à beurre que je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire un tour du chantier justement pour que je comprenne comment Oui. ça s'organise et On peut quelles aller sont voir les mes collègues, priorités? par exemple. Ok. Alors comment ça s'organise un chantier de fouilles archéologiques? Parce que souvent, quand on voit des émissions, des photos, on voit justement qu'on tire des fils comme ça et qu'il y a des mètres qui sont positionnés partout. À quoi ça sert? Ça sert à faire des relevés. D'accord. La fouille ne se limite pas à dégager les murs, à dégager des structures ou des poteries. On relève, on va garder la mémoire de ce que l'on trouve en effectuant des relevés, donc des plans et puis des coupes. Alors, on peut dessiner Ah, les murs, on peut d'accord. dessiner les pierres les unes à côté des autres, mais on va aussi faire des coupes pour voir comment les couches se sont accumulées au fil des siècles, au fil des années, Ah, d'accord. et pour voir un peu la relation entre les murs et ce qu'il y a autour. Alors là justement par exemple, mademoiselle, vous êtes en train de faire quoi là exactement? Alors là, on est en train de prendre des mesures pour faire justement des dessins D'accord. au 1/20e. Donc du coup, effectivement, on installe un petit peu tous nos mètres, nos ficelles qui sont mises à niveau. Bon bah bon courage alors. Donc là on arrive dans la cave. Ça sent pas le vin, ça sent pas... Non, pas le vin, hein? on est en Normandie, c'est Ah. une cave à cidre. Ah bah oui bien Les sûr, tonneaux suis-je ont disparu. bête. Donc, pour le coup dans cette cave on y stockait quoi? Alors on y stockait des tonneaux de cidre, parce qu'on est sous une partie d'un grand bâtiment à usage de pressoir. Donc on produit le cidre d'un côté et on le stocke de l'autre dans des gros tonneaux. On les a retrouvés ces tonneaux? Évidemment non, parce que c'est des tonneaux en bois, Donc, ils avec ont- des ils ont cercles de pourri. fer qui ont peut-être été récupérés. Il est possible qu'avant d'abandonner la cave, ils aient fini par embarquer les tonneaux. Ah d'accord. Et alors je vois qu'ici on travaille pas à la truelle. Ah non, Là c'est du brutal là. Là on y va et boum quoi, on là, tape on y va, fort là où, oui, et on directement. creuse comme ça encore Ah, ici. Quand on a des bonnes couches de terre et qu'on sait qu'elles sont homogènes, on peut attaquer plus directement avec la houe qu'avec la truelle. Merci Gilles. De rien. Ça à m'a fait bientôt. rêver, on est parti dans l'histoire, comme ça c'était super. À bientôt, bon courage pour la fin du chantier. Merci. C'est chouette ici. Bon j'arrive juste à l'instant là, sur le site du domaine du château de Trangis. C'est un château du XVIIIe siècle. Donc on a du patrimoine et juste à côté on a une activité sportive puisque a été réalisé il y a quelques années ici un parc Acrobranche que je vais parcourir. Alors ce qui m'intéresse, c'est d'une part de découvrir l'Acrobranche, c'est sûr, mais aussi de comprendre un peu la nature. Donc j'ai rendez-vous avec Alexandre, un spécialiste de la nature, et avec Angélique, une spécialiste de l'Acrobranche. Ouais, ça va, ça a l'air d'être solide quand même. Oh, quelle synchronisation. Bonjour. Bonjour. Angélique, Tout à fait. enchanté. Alexandre, c'est ça? Alexandre, c'est ça. Bon, ça me fait bien plaisir de vous rencontrer. Déjà, on a une super journée pour faire de l'acrobranche. Exactement. Donc, si j'ai bien tout compris, Angélique, toi, tu t'occupes de l'acrobranche, C'est ça. c'est ça? Donc, on va parler acrobranche. Tu vas m'équiper, tu vas m'expliquer les consignes de sécurité pour pouvoir faire de l'acrobranche. C'est dangereux ou pas? Dans de bonnes conditions, avec une bonne sécurité, aucun danger. Ça va, je vais pas m'inquiéter. Exactement. Et avec toi, Alexandre, on va faire le parcours donc ensemble puisque tu es déjà équipé. Et toi, ta spécialité, c'est quoi? C'est la nature. C'est la nature. On y est. On Voilà, est en plein dedans. On est en plein dedans, donc on va essayer donc de découvrir des choses sympathiques. Il y a des choses sympas à découvrir là? Bon, tu m'en dis pas plus, ça va être la surprise, c'est ça. Je sens que tu veux pas trop m'en dire. Bon, bah on s'équipe direct alors? On est parti. Allez. D'ailleurs, l'acrobranche, c'est une activité qui est récente ou pas?
Très récente, puisque c'est une équipe d'élagueurs en 87 qui a lancé une activité de grimpe d'arbres et qu'ils ont nommé l'acrobranche. Ça se passait dans Ensuite, quel pays? Alors c'était dans l'Ardèche. Ah d'accord, c'était en France alors. Voilà. Encore un sport made in France. Oui, c'est vraiment une activité française pour le On est bon pour les sports de nature en France quand même. Hein. Oui, Donc il y a un crochet de sécurité qui ne peut pas s'ouvrir. Donc je vois. c'est ça. hein, c'est Donc vrai. on reste vraiment attaché du début jusqu'à la fin du parcours. D'accord. Et puis alors il y a une poulie ici. La fameuse poulie, normalement que tout le monde connaît, puisqu'elle est utilisée pour faire les tyroliennes. Ce que les gens préfèrent justement au parcours acrobatique en hauteur. Donc on est parti, je vais vous emmener au parcours test. Ok. Ça va, c'est solide? Ouais, ça va, ça a l'air. Bon bah ça y est, on y va? C'est parti, je vous laisse monter. Vous allez atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur. Voilà. Bon courage! Merci. Là, je l'ai accroché là. Hop. Alors l'avantage, c'est qu'au moins, on peut marcher en se reposant sur le côté. Pour tous les gens qui sont un peu paresseux, l'acrobranche, c'est très pratique. Hop. Hop, ça y est. C'est que le début. Alors, hop. C'est quand même étonnant, Alexandre, de trouver une forêt comme ça en plein milieu de la ville. C'est l'avantage d'Évreux, ouais, on est en centre-ville et en même temps on a la forêt tout autour. Et là, le parc de Trangis, c'est une mini-forêt en plein cœur de la ville. Et on trouve des arbres assez remarquables en taille et en diamètre parce que ça fait très longtemps qu'ils sont là. Et l'avantage, c'est qu'on les conserve pour faire de l'acrobranche. Ça va, tout se passe bien, t'inquiète pas. Ça va? Ça va aller. Attends, voilà, comme ça. Hop. Sinon, j'appelle Angélique. Hein. Non, ça va aller, regarde. Je fais de l'accro accroupi, moi. Je fais de l'accroupi branche. Voilà. Ah, c'est sportif quand même. Youhou! Ah, c'est sympa ça. C'est vraiment la partie sympa de l'acrobranche. C'est la tyrolienne. En fait, là, le système d'accroche sur l'arbre, il n'y a aucun clou et pas de vis. Je pensais que c'était le cas, mais c'est pas ça. Non, en fait, c'est pour éviter déjà d'abîmer les arbres. Faut savoir que l'acrobranche, il est démonté tous les hivers pour éviter que ça soit abîmé et pour permettre à l'arbre un peu de souffler. Parce qu'en fait, derrière l'écorce, en fait, tu as juste tout de suite le bois vivant et c'est la circulation de la sève, en fait. Donc si tu abîmes le bois qui est vivant juste derrière l'écorce, en fait, il n'y aura plus de circulation de sève et tout ce qui va être au-dessus de ton câble va mourir, en fait. C'est plus alimenté en sève, il n'y a plus de sang. Donc... C'est pour ça qu'on les protège bien. C'est ça. Il faut avoir un bon équilibre. Hein. Hop. Bon, si vous voulez faire de l'acrobranche, ne prévoyez rien le lendemain. Hein. Je pense que vous aurez des petites courbatures si vous n'avez pas l'habitude. C'est parti! Ah bah je l'ai bien attrapé celui-là. Oh, quel style. Ça va aller vite là. Wouhou! Voilà, ça c'est le moment que je préfère. Oh là là! Oh, je vais m'écraser! Ça va trop vite! Oh, oh dommage! Je suis reparti dans l'autre sens! Hop! Bon bah voilà, hein, ce qui se passe quand on s'accroche pas bien. Voilà, ce qui est intéressant, Vincent, c'est que d'ici, on voit une zone où il y a une blaireautière, en fait. Ah, Donc d'accord. la blaireautière, c'est l'endroit où vont vivre toute une famille de blaireaux. Donc c'est un mammifère assez trapu, qui a des grandes griffes sur les pattes et qui est capable de creuser des kilomètres de galeries. Des kilomètres de Ouais. galeries. Donc là, il y a plusieurs trous, il y a un gros réseau. Et en fait, ce qui est caractéristique, pour ne pas confondre avec un terrier de renard, par exemple, c'est que vu qu'il est assez trapu, quand il va dégager les débris quand il creuse, en fait, il va reculer avec ses pattes et gratter comme ça. Et du coup, il y a un espèce de toboggan à l'entrée du terrier qui est caractéristique du blaireau, en fait. Donc si Alors- on voit le toboggan à l'entrée de la tanière, ce qu'on appelle Voilà, un terrier, ouais. ouais, le terrier, on est sûr que c'est un blaireau. Voilà, s'il y a un toboggan, c'est un blaireau. Il faut descendre avec beaucoup d'élégance et de grâce. Voilà. Comme ça. Ah, c'est bien chouette. Bon, Super sympa comme activité. c'est des bonnes sensations. Bonne sensation et c'est très varié, c'est vraiment ce qui est chouette.
On a plein de matériaux différents, de manières de marcher, on doit s'adapter. Et comme celui qui vient à chaque fois après, on ne le connaît pas, donc on est toujours dans de la découverte. Exactement. Et c'est pour ça que très c'est chouette. diversifié pour pas que les gens se lassent justement oui. du parcours. Donc on essaie de faire en sorte que les gens découvrent à chaque fois un nouvel Des atelier. petits pièges à certains endroits, je vois, ceux qui sont penchés comme Eh ça. Bon, mais en tout cas, je me suis bien amusé Ouais, et moi j'ai appris aussi. plein de choses avec toi. Et je retiens surtout qu'il ne faut pas découper l'écorce d'un arbre, sinon il meurt. C'est ça. Merci beaucoup, je vous laisse mon matériel, Merci. qui est le vôtre. Et Merci à une encore. prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est terminé. J'espère que comme moi, vous vous serez bien amusés dans cette aventure à Évreux, une ville qui vraiment vaut le détour. Sachez que si vous voulez trouver toutes les informations sur Évreux, sur l'émission, il y a d'abord la page Facebook Histoire de se balader et le site france3.fr. Là, vous avez toutes les infos. Moi, je pars maintenant à la recherche du blaireau. Blaireau! Blaireau, blaireau! Discrétion! Discret, je suis visible, pas visible, visible, pas visible. Ok. Blaireau! Petit blaireau! 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 Non, ça va, ça va. C'est rien. Ah, il faut que je m'y fasse juste. C'est que le début. C'est que le début, c'est rien. Hein.